Je mets ma caméra. Je partage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour cette journée digitale de la relation client organisée par Axialis et Easyware. Alors pour ceux qui découvrent les menus de Zoom, quelques petites spécifications techniques. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat et pensez bien à basculer de tous les conférenciers ou panélistes, si vous êtes en anglais, à tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde pourra voir. N'hésitez pas à faire des petits tests en début de conférence. Vous avez également l'onglet questions et réponses pour que du coup Pauline et Arnaud qui vont me rejoindre, que j'invite à venir me rejoindre, pourront du coup répondre en live. Et donc, ils vont nous parler des 5 clés d'une digitalisation réussie du service client. C'est à vous, bonne conférence. Merci, je vais partager le… Bonjour à tous. Alors c'est parti. Alors moi je suis Arnaud Féménia, je suis associé chez Opal Consulting et donc je vais vous présenter avec Pauline cette conférence sur les 5 clés sur la digitalisation. En 2 mots, Opal c'est une société de conseil spécialisée dans tout ce qui est parcours client. Et on intervient pour aider nos clients à développer leur chiffre d'affaires, à maîtriser leurs coûts ou à augmenter la satisfaction client sur la stratégie à son déploiement opérationnel. Voilà. Donc, on est amené à travailler forcément sur la digitalisation du service client. Nous allons vous en parler. Et donc, Pauline Lecoq, manager chez Opal, et j'ai réalisé principalement des missions donc, liées au service client et donc à l'expérience client. Alors, les contextes et les enjeux de la digitalisation, en fait, on a voulu dans un premier temps définir ce qu'était la digitalisation. Et en fait, la digitalisation du service client, elle est induite par la digitalisation des parcours clients. Et l'idée, en fait, c'est de mettre à disposition des canaux de contact à travers des nouveaux parcours digitalisés. Sur la digitalisation, on va opposer, pour la décrire de manière très concrète, ça va être le web via les FAQ, ça va être les emails, les réseaux sociaux, le chat, le messaging, que l'on va opposer aux réseaux un peu plus standards et classiques que sont le téléphone et le courrier. Même si on peut digitaliser des pratiques courantes de digitalisation de tout ce qui est téléphonique, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Le sujet de la digitalisation, en fait, va pas forcément se poser pour les entreprises parce qu'il faut y aller. La question qui va se poser, c'est digitaliser, mais comment digitaliser, comment être efficace et comment définir les bons canaux. On a mis un petit chiffre du Gartner qui estime qu'en 2022, 72% des interactions clients impliqueront des technologies émergentes. On parle de messaging et de chatbot, mais ce qui est notable, c'est qu'en 2017, c'était 11%. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse croissance de ces canaux. Par rapport au contexte actuel, et donc le Covid a été un gros accélérateur pour la digitalisation, mais qui était quand même en cours depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu en fait à la fois du côté des clients, mais également des entreprises, une accélération vers la digitalisation. Et donc, côté client, il y a un besoin d'immédiateté par rapport à des demandes qui ont été urgentes, en l'occurrence pendant le Covid, sur tout ce qui était questions sanitaires, sur des conditions d'annulation, sur des délais de livraison de produits qui avaient été commandés. Donc, besoin d'une réponse rapide par rapport à un climat assez anxiogène. Et puis des canaux classiques qui plus trop en mesure d'assurer la prise en charge des demandes, avec le courrier qui n'est pas forcément adapté. Et puis on a vu pendant la période du Covid que
les standards téléphoniques, les call centers étaient un peu pris de court, et du coup, il a fallu se rabattre sur des canaux différents. Du côté des entreprises, il y a ce besoin de digitalisation pour maintenir le contact et la proximité avec le client. On l'a vu, hein, et nous compris, on a eu besoin de maintenir le contact en se disant mais comment garder, répondre à mes clients, leur montrer que je suis là, et que malgré la distanciation, les rapports pouvaient continuer à exister. La nécessité de traiter rapidement les demandes, également, l'idée était on a vu que ça a créé des flux complémentaires. Alors, à deux niveaux, ça peut être des volumes très importants, et du coup, la capacité à traiter des entreprises a été limitée. Et puis, des sollicitations multiples via différents canaux, qui fait qu'au final, on perd un peu le fil. Voilà. Et donc tout ça a entraîné une nécessité. Donc c'est la digitalisation qui est devenue une nécessité pour répondre à la fois aux besoins clients et aux besoins de l'entreprise. Par rapport à, pour citer quelques chiffres, en fait, on a récupéré des chiffres auprès des éditeurs. Pendant le Covid, Zendesk a vu les canaux digitaux croître, et les demandes via ces canaux croître à vraiment très grande échelle. Donc 41% sur WhatsApp, le chat 34%, tout ce qui est Messenger 31%. Donc voilà, en l'espace de quelques mois. Nos amis d'EasyWare ont eu des retours par rapport à des clients où en fait on est passé de 200 demandes par jour à 3000 demandes, donc x 17 pendant le confinement. Et puis post-confinement, toujours des demandes alors, moins importantes que pendant le confinement, mais une augmentation très significative. Et puis on peut finir avec l'éditeur CRM Freshwork, qui en l'espace d'un an a vu les canaux chat et réseaux sociaux augmenter autour de 100%, plus de 100%. Donc, en fait, le Covid a été un gros accélérateur, mais la digitalisation est en marche, et on voit que tous les canaux explosent. Par rapport aux enjeux, en fait, si on devait synthétiser, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'adapter. En fait, ce n'est pas l'entreprise qui va créer la digitalisation, c'est les clients qui vont aller sur des parcours digitalisés. Et donc, l'un des premiers enjeux, c'est de s'adapter aux nouveaux usages et parcours. Aller vers les clients et répondre à la fois à leurs besoins, à leurs attentes, avec un besoin, on a vu, d'immédiateté, un besoin de personnalisation et un besoin de répondre dans les délais. Et puis, un dernier enjeu qui est pas négligeable, c'est l'aspect coût. Et l'idée, c'est, sinon de réduire les coûts, en tout cas de les maîtriser, et de se dire qu'il faut mettre en place des choses, mais savoir combien ça va coûter, éventuellement combien ça va rapporter. Et donc, c'est vraiment les gros enjeux sont de répondre à ces attentes. Voilà. Sachant que côté le Covid a à la fois créé un accroissement important des demandes, mais aussi les a asséchées dans un premier temps, ces demandes-là, pour les déporter. Et on voit qu'il y a tout un contexte qui fait que la maîtrise du sujet et du contexte est important. Voilà, donc on va répondre en 5 points clés aux enjeux de la digitalisation. Alors, le premier point, c'est de bien définir en fait tout ce qui est stratégie, ambition. En fait, l'objectif, c'est pas d'ajouter un canal et d'aller vers du multicanal où on va avoir en fait une cohabitation de canaux, mais sans véritable réflexion globale. Donc, c'est vraiment avoir cette réflexion omnicanale de se dire pourquoi
pourquoi le canal et qu'est-ce qu'il va apporter dans ma stratégie globale. Donc, c'est vraiment une réflexion amont avant de rentrer dans l'opérationnel. Le Covid a montré qu'il y a également un équilibre entre la stratégie et le tactique. Là, on s'est aperçu qu'il a fallu réagir très rapidement, en l'espace de quelques semaines, de quelques jours. Et donc, il y a cet aspect tactique qui est important aussi, c'est de se dire comment je vais mettre en place une solution qui soit assez agile et souple pour répondre à un besoin que je n'avais pas du tout anticipé. On observe aussi, alors ça, c'est des choses qui changent, mais le service client, pendant très longtemps, a été le parent pauvre de l'entreprise, où on voyait ça comme un centre de coût qui ne servait pas à grand-chose par rapport à du marketing, à de la vente. En fait, on s'aperçoit que le service client ne doit plus être appréhendé comme ceci, mais plutôt qu'on peut aller chercher du profit et de la connaissance client. On a voulu partager avec Pauline un chiffre de 2017 du Gartner qui donnait 80% des entreprises qui prévoyaient d'avoir des chatbots en 2020. La question qu'on pose, déjà par rapport aux résultats en 2020, parce qu'on y est, ce n'est pas 80%, c'est plutôt 38%. Et en fait, on se pose la question de pourquoi faire un chatbot. Voilà. Donc, c'est bien beau de faire un chatbot, mais si il n'y a pas une réflexion amont, un peu stratégique et posée, ça ne sert à rien. Et nous, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a eu un peu la course dans les entreprises pour faire des chatbots, des choses un peu innovantes, entre les départements marketing, les départements innovation, pour chacun de voulait sortir son chatbot ou son application. Mais derrière, en fait, si on ne réfléchit pas à l'usage qui en est fait et aux bénéfices qu'on peut en tirer, ça n'a aucun sens. En termes de recommandations, l'idée, c'est vraiment de ne pas faire du digital pour faire du digital et d'avoir cette réflexion stratégique, de bien circonscrire les enjeux de la digitalisation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est de la satisfaction? Est-ce qu'on veut baisser les coûts? Est-ce qu'on veut aller conquérir des nouveaux marchés? Les millennials, est-ce qu'on veut se positionner pour aller chercher de nouveaux clients? Et se dire le périmètre du service client, quel est-il? On en parlera tout à l'heure. Et puis la question, quel client? Donc, c'est un peu la base de tout. Quel client je vais contacter? Enfin, avec quel client je vais interagir, sur quels canaux, pour quels usages et à quel coût. Voilà, qui sont un peu les bases à se poser quand on veut se lancer dans quelque chose d'un dispositif digitalisé. Alors, par rapport à des retours d'expérience qu'on a pu avoir, l'idée, c'est de bien penser à l'organisation et puis les impacts sur cette organisation. C'est clairement une démarche d'entreprise, la digitalisation, et ça se fait donc sur une réflexion, mais aussi avec un déploiement, une diffusion au niveau des équipes. Nous, ce qu'on a vu dans différentes missions, c'est le rôle du service client par rapport notamment à la communication sur les réseaux sociaux. Donc, on a des community managers qui vont travailler sur Twitter, Facebook, versus le service client. Donc, il faut bien délimiter le périmètre de chacun pour se dire comment on fonctionne, parce que ça peut être vite compliqué. Alors, nous, ce qu'on a vu, typiquement, c'était une société où ce qui était Messenger était destiné au service client, versus les posts, les murs qui étaient à la communication. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui fait quoi. On a également vu des cas où les posts se partageaient, mais là, donc, les éléments, les motifs étaient clairement identifiés et on savait qu'un motif allait basculer sur une personne du service client versus une personne de la communication. Donc, c'est important de bien définir tout ça pour éviter de croiser ces skis. Voilà. Peser, évaluer les impacts de la disparition des canaux classiques. Une des tendances, c'est de dire qu'on va supprimer le téléphone, le courrier, parce que ça coûte cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Attention, néanmoins, à bien réfléchir. On sait qu'il y a des personnes âgées qui vont préférer téléphoner. Que le courrier aussi est également
utilisé par des personnes un peu plus âgées ou pour des cas particuliers. Pour le téléphone, il y a quand même une proximité qui fait qu'on est à même de répondre rapidement et au premier contact aux clients ou aux prospects. Et ça, c'est important. Souvent, il y a des tendances qui font qu'on dit le numéro de téléphone, on va le masquer. Non, il y a des entreprises qui l'affichent parce qu'ils savent que le client va appeler, qu'on va lui répondre et qu'il n'y aura pas de deuxième contact derrière. Donc, il faut réfléchir à tout ça aussi. Ça coûte peut-être plus cher, mais si on évite 3 contacts derrière, c'est important de l'utiliser. Et puis, envisager des opportunités de proposition de services ou de collecte d'informations. Il y a ces nouveaux parcours digitalisés. Si je digitalise un remboursement, par exemple, ça donne à la fois des opportunités de rentrer en contact et en interaction avec le client via un formulaire email, via différents canaux digitaux. Également de collecter de l'information. Et nous, ce qu'on voit, c'est que sur les formulaires de contact ou sur des échanges, sur du chat ou des choses comme ça, on peut collecter des informations qui vont aller enrichir la fiche client, qui vont être diffusées dans l'entreprise pour derrière être utilisées sur, par exemple, des opt-in, des centres d'intérêt. Donc, ça a vraiment de la valeur. Donc, il faut, quand on met en place des canaux digitaux, penser à tout ça parce que la connaissance client est au cœur de tout ça. Par rapport au pilotage, on a mis deux indicateurs qui sont très courants, mais qui résument, se suffisent quasiment à eux seuls, qui doivent devenir des indicateurs de suivi de la stratégie globale de l'entreprise. Donc, si on a un dashboard, c'est important d'avoir ces indicateurs-là pour les piloter, et on le voit de plus en plus. À la fois au niveau global et puis au niveau de sonde sur des mesures au niveau des étapes clés de certains parcours clients. Donc, on a le NPS, voilà, qui est un indicateur qu'on peut suivre au niveau stratégique, mais aussi sur des parcours particuliers. Et quand on s'aperçoit qu'il y a certains clients qui sont détracteurs, eh bien, on peut éventuellement les réassurer en appelant derrière. Et ça, c'est des pratiques vraiment très courantes. Et puis, tout ce qui est Customer Effort Score, qui permet d'évaluer en fait la facilité ou la difficulté qu'a eu le client à avoir une réponse à sa demande. Ce qu'il faut voir, c'est que ces indicateurs ils sont corrélés et souvent, plus on fait d'efforts, plus le NPS va être bas et inversement. Mais c'est des indicateurs qui, pour nous, sont intéressants parce qu'ils synthétisent un certain nombre d'indicateurs et qui peuvent être utilisés à la fois stratégiques et opérationnels. Voilà. Donc, très important de piloter tout ça. Et puis, on peut finir avec le dernier chiffre. 91% des Français pensent que plus la qualité du service client est bon, plus ils vont avoir tendance en tout cas à acheter, réacheter ou en tout cas être fidèles à la marque. Donc, ça, c'était pour le premier point. Attention, la stratégie, bien penser à ce qu'on veut faire de cette digitalisation. Le deuxième point qu'on a voulu échanger avec vous, ça va concerner donc le choix du canal. Ce qu'on peut voir d'après l'étude BVA, c'est que les canaux classiques sont encore très utilisés, notamment l'email et le téléphone, avec un taux d'utilisation de plus de 55%, donc 50%, donc ce qui reste très élevé. Néanmoins, les canaux émergents tels que les bots, le messaging, les réseaux sociaux et le chat se sont beaucoup développés, avec notamment le chat qui est utilisé donc à hauteur de 25% par les clients. En termes d'impact, ce qu'on voit, c'est que le choix du canal va dépendre principalement du choix du client. Donc, il faut être là où les clients peuvent, sur les canaux sur lesquels ils vont être présents. Comme Arnaud disait tout à l'heure, si on est sur une clientèle plutôt senior, favoriser plutôt le téléphone, qui est un canal plus adapté, même s'ils deviennent de plus en plus digitaux. Ça va dépendre également de l'étape du parcours client au niveau de son parcours d'achat.
de la raison pour laquelle ils nous contactent. Si on est sur des procédures type remboursement, où on va leur demander des informations, des justificatifs, des choses comme ça, voilà, peut-être qu'un canal email ou formulaire ou même courrier est plus adapté. Et ça va dépendre aussi du budget que l'entreprise va vouloir allouer à ce canal ou globalement au service client. Parce que si on part sur un canal digital type messaging, ce qu'il faut, c'est répondre à un besoin d'immédiateté. Et dans ce cas-là, il va falloir avoir les ressources derrière pour pouvoir répondre en temps réel aux demandes. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a quasiment les 3/4 des consommateurs qui aiment trouver leurs réponses par eux-mêmes en passant par la FAQ. Et ça, c'est vraiment un canal très intéressant dans le sens où c'est un canal qui ne coûte pas d'argent aux entreprises, qui est relativement facile à mettre en place, mais qui néanmoins mérite quand même pas mal de monitoring pour le mettre à jour et les clients trouvent leurs réponses. Et ça permet du coup d'augmenter la satisfaction parce que les clients ont leurs réponses immédiatement. Ce qu'on note également, c'est que globalement, le niveau de satisfaction des clients ayant contacté un service client est plutôt bon, parce qu'on est autour de 80%. Mais attention au canal chatbot et aux réseaux sociaux qui sont notés un petit peu en dessous. Et ce qui nécessite, quand on met en place ces canaux-là, pour le chatbot, eh bien, de toujours l'associer à l'humain, aussi bien d'un point de vue back-office pour tout ce qui va être monitoring et apprentissage du chatbot, mais aussi la prise potentielle de relais par un agent si le chatbot n'arrive pas à répondre à la question du client. Et pour la partie réseau social et plus sur la partie messaging, les clients attendent vraiment une réponse immédiate, ce qui nécessite de calibrer les équipes pour pouvoir les satisfaire. Et enfin, dernier point sur les canaux, ce qu'on voit aussi, c'est que les clients n'aiment pas être transférés soit d'un service à un autre, soit d'un canal à un autre. Et ce qu'il faut, c'est quand on met en place des canaux, ce n'est pas démultiplier les points de contact, mais c'est plutôt trouver une complémentarité dans ces canaux ou travailler à un parcours qui va être sans couture. Là, on a différents exemples. On a par exemple EDF, eux, qui ont fait le choix de mettre uniquement le canal téléphone. Et ce canal va être disponible sur tous les écrans et l'ensemble du parcours client. Et on a un autre exemple, par exemple Soch, eux, qui ont décidé de rentrer par la FAQ et qui ensuite, en fonction, si jamais le client n'a pas trouvé sa réponse dans la FAQ, de le diriger vers le bon canal, qui va être soit le téléphone, soit le chat, en fonction de la problématique rencontrée. Et un point à ne pas négliger quand on met en place un nouveau canal, ça va être bien évidemment le pilotage. Donc, le pilotage qui doit se faire bien sûr au quotidien pour mesurer la performance des équipes et également améliorer l'expérience client en analysant les raisons de contact du service client, mais également quand on met en place un nouveau canal pour mesurer les impacts. Et donc là, globalement, on va bien sûr avoir le suivi des stocks, le nombre de demandes traitées par canal, la DMT, la DMR, la mesure de la satisfaction avec, comme Arnaud disait tout à l'heure, la partie NPS et la partie effort. La réitération, surtout cross-canal quand on joue sur plusieurs canaux. La résolution au premier contact et ensuite, quand on met en place des canaux plus spécifiques, on a des nouveaux indicateurs qui apparaissent. On peut citer, par exemple, pour la partie messaging, le nombre de conversations simultanées ou des SLS spécifiques pour chacun des canaux, le taux de décroché en moins d'une minute, par exemple, pour le téléphone, ou le taux de résolution en 24 heures pour les emails. Dans le
Le troisième point clé, en fait, pour la digitalisation, c'est une adoption progressive et itérative. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a une maturité à acquérir sur les canaux émergents. Il y a peu de recul, même si on a du recul, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que qu'on voit dans un secteur n'est pas forcément adaptable à un autre secteur. Donc, en fait, en termes de métrique, de maturité, on a encore du travail à faire. Et au démarrage, c'est assez compliqué de bien maîtriser tout ça. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand on met en place un nouveau canal, ce canal va très rarement se substituer en fait, à un autre canal. En fait, on s'aperçoit que quand on ajoute un canal, il y a un minimum plus de 20% ou 30% de flux en plus. Et il ne faut pas croire qu'on va complètement le faire disparaître. Les difficultés à mesurer la performance, on est sur des canaux qui sont moins standards. Il y a des interactions, voilà, sur les chats, ça peut être une conversation. Donc, comment mesurer, quels indicateurs mesurer et comment engager les équipes, qu'elles soient internes ou externes, au niveau au niveau de la performance et de la qualité de service. Voilà. Donc ça, c'est un sujet de se dire comment on va pouvoir mettre en place des indicateurs, les suivre pour permettre de suivre la performance de ce que je mets en place. En termes de recommandations, il faut commencer par des choses simples et avec une démarche progressive. Alors, sur une équipe réduite au démarrage, qu'on voit, c'est souvent on démarre avec 2-3 personnes, des encadrants qui sont intégrés quand même à l'équipe globale, mais voilà, c'est un premier test et après l'équipe peut être amenée à se développer. Commencer par des choses simples. Voilà, on peut parler des chatbots ou on va parler du chatbot de Oui SNCF qui pour le coup est plutôt très performant. Mais au démarrage, c'était un chatbot qui permettait d'avoir des informations. Après, de faire une réservation de billets, mais simplement l'aller. C'est embêtant quand on voulait un aller-retour, qui ne permettait pas de saisir ses cartes tarifaires. Et donc, du coup, il y a eu une démarche très progressive avec des limites qui étaient voilà, acceptées et assumées par les équipes en place. Mais toujours est-il que dans le cas de Oui SNCF, maintenant, on peut réserver un billet aller-retour, c'est-à-dire sa carte tarifaire. Et donc, d'une chose simple, on est passé à quelque chose d'élaboré, mais du coup, dans la maîtrise et qui répondent à un besoin et à des usages des clients. Tester les parcours. Un des avantages de ces canaux, c'est qu'on peut les afficher, on peut afficher un formulaire, le faire disparaître, le chat, suivant des parcours particuliers, on peut le positionner sur des étapes particulières. Donc, c'est intéressant de tester les parcours. Tout à l'heure, Pauline parlait d'EDF. EDF, sur le chat, comme pour le téléphone, ils ont choisi de l'afficher partout pour justement apporter la réponse au client et pas de forcer le client à chercher au fin fond du site Internet. Et leur objectif, c'était qu'ils ont testé et en fait, ils se sont aperçus que en fait, en l'affichant tout le temps, les clients étaient plus satisfaits, il y avait moins d'efforts et puis la réponse était trouvée plus rapidement. La part de cannibalisation, j'en ai parlé, ne pas penser en ajoutant un canal, les autres vont disparaître. Et souvent, donc, on se rajoute du flux, des volumes, donc il faut anticiper ça. Ça veut dire plus d'équipes. Se donner le temps, voilà, ça rejoint le côté itératif et progressif. Et surtout, mesurer les résultats, avoir des métriques que l'on suit en termes de performance, en termes de durée moyenne de traitement, en termes de satisfaction sur le canal. Alors, on retrouve toujours les mêmes indicateurs, mais l'objectif, c'est d'avoir des métriques, de les suivre et de voir si, en fait, ce qu'on est en train de mettre en place, on est plus performant ou, en fait, ça a de la valeur ajoutée par rapport à ce qui existait. Voilà. Concernant le modèle, en fait, que ce soit de l'externalisation ou de l'internalisation, d'ailleurs, on est sur des modèles horaires, c'est-à-dire qu'on va dédier des ressources sur des plages horaires. On est moins au démarrage sur des actes, des choses maîtrisées.
Mais l'idée, c'est de se dire, on fait notre expérience, on mesure, on calibre, et à partir de là, à partir d'un modèle de l'heure, on va pouvoir dimensionner en disant, voilà, on sait qu'une conversation sur un motif particulier, ça va être tant de minutes, et donc progressivement, on va pouvoir faire rentrer ces canaux dans quelque chose de très standard. Sur les retours d'expérience, ce qui est intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut gérer des plages horaires et l'affichage du canal ou non, je l'ai dit, donc ça a quand même la vertu de pouvoir faire tester des choses, de dire j'ouvre de 7h à 20h ou plutôt de 10h à 16h et de voir en fonction de la demande client si on est pertinent. Aligner le canal sur les caractéristiques des autres canaux, c'est important de pouvoir le mesurer, de pouvoir le comparer, de pouvoir l'intégrer dans un dispositif omnicanal. L'objectif, c'est d'avoir des motifs de contact qui soient les mêmes que sur les autres canaux, des indicateurs clés, comme on le voit, c'est ce qu'a présenté Pauline, c'est-à-dire on va être sur un nombre de contacts, sur une durée moyenne de communication, sur la qualité de service, sur un nombre de contacts sur des tranches horaires. Voilà, on voit là les réseaux sociaux, et puis des choses un peu spécifiques, voilà, nombre de conversations simultanées. C'est un agent, quand il est sur du chat, potentiellement, il peut, ou des réseaux sociaux d'ailleurs, il peut gérer plusieurs conversations à la fois, et ça, c'est un peu spécifique, mais ça a du sens pour le pilotage. Un point à ne pas sous-estimer, c'est le temps d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un investissement en temps, en ressources, en analyse, et d'autant plus au démarrage. Donc, il faut du temps, voilà, pour assister les conseillers, pour monitorer, pour mesurer, pour, dans le cas d'un chatbot, se dire en fin de journée, quel est le taux de match entre les questions et les réponses que j'ai fournies, quelles sont les nouvelles questions, est-ce qu'il faut que je saisisse, que je paramètre des nouveaux mots-clés. Et puis, bien entendu, l'analyse de tout ça pour pouvoir arriver à un dispositif bien rodé. Voilà pour l'adoption progressive, itérative. Donc, en synthèse, il faut faire les choses progressivement et se donner le temps et mesurer les choses. Le corollaire de tout ça, ça nous amène au point 4, en fait. C'est que la mise en place d'une démarche digitale au niveau du service client, c'est un gros changement ancré dans l'organisation. Il ne faut pas que ce soit une verrue dans l'organisation, donc il faut intégrer tout ça et pas en faire une cellule dédiée dans un placard, mais il faut vraiment que ce soit complètement intégré, diffusé, partagé pour que les nouveaux canaux soient partie intégrante du dispositif général. Un des points qui est important, c'est d'impliquer les utilisateurs finaux dès la réflexion amont. On a vu chez des clients, en l'occurrence, c'était des prestataires qui géraient le service client, qui ont été inclus dès le démarrage et qui avaient quasiment la main sur toute la conception du projet, parce qu'ils avaient une connaissance du terrain précise, une connaissance des clients qui leur faisaient des demandes précises. Et donc, pour favoriser l'adhésion, c'est important d'impliquer tout le monde, dont les utilisateurs finaux et terrain. Ces projets-là sont des projets à part entière et requièrent souvent des compétences dédiées. Alors, des gens qui écrivent correctement en français, qui écrivent vite, sans faute, qui ont une sensibilité digitale sur le chat ou certains canaux. Donc, les compétences sont quand même importantes. Et quand on se lance dans ce type de projet, il faut que le niveau des conseillers, en tout cas les compétences, correspondent à ce qu'on veut faire derrière. En termes de recommandations, la mise en place d'une organisation agile pour justement s'adapter à ces nouveaux canaux, agile en termes d'utilisation, mais en termes d'adaptation, en termes de nouvelles fonctionnalités, en termes d'évolution, parce que ce sont des canaux sur lesquels on peut mettre en place des choses, les faire évoluer.
quand voilà, on parlait de demandes en masse ou de fonctions de raccourci sur les réseaux sociaux, voilà, les merci, les commentaires qui n'ont aucun sens, ou qui apportent, qui n'ont pas des demandes, mais ça, typiquement, il faut les traiter rapidement en appuyant sur un bouton. Et typiquement, l'organisation et le côté évolution des outils est important là-dessus. La seniorité, on en a parlé. Voilà, il faut des gens qui écrivent bien, avec rapidité, qui ont du discernement sur le contenu de ce qu'ils écrivent. Il y a des prises de décision, il y a une exposition à la marque sur les réseaux sociaux notamment, qui fait qu'il faut faire attention à ça. Alors, il y a des dispositifs où il y a des validations des superviseurs, mais bon, sur les réseaux sociaux, il faut aller un peu vite, donc il faut avoir une équipe qui tienne la route. Et puis, anticiper l'impact sur les processus, sur les nouveaux canaux. Si je dématérialise des processus de remboursement, par exemple, il faut repenser complètement les processus, les moyens de contact, les formulaires, et se dire qui fait quoi, et revoir un peu, rebeloter les compétences. Alors, par rapport au retour d'expérience, ce qui est important, c'est l'accompagnement au changement. Ce qu'on voit à la fois chez des professionnels de la relation client, des prestats, ou chez nos clients, c'est l'apparition de coachs numériques ou des coachs digitaux qui viennent s'ajouter aux superviseurs un peu plus classiques, et donc qui apportent une expertise des modes opératoires et un support aux conseillers. Et ça, on le voit de plus en plus. Il faut voir ça aussi en termes de changement comme des opportunités données aux conseillers pour évoluer, en fait, et changer, aller sur des canaux digitaux. Ça peut s'apparenter à certaines boîtes où les conseillers qui performent au niveau du service client passent au niveau du développement quand il y a de la vente derrière. Sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu ça, en fait. C'est une espèce de promotion et quelque chose, en tout cas, qui fait que le conseiller va goûter à quelque chose de nouveau. Et donc, ça peut être stimulant et il faut le vendre en tant que tel. Le côté monitoring permanent et processus d'amélioration continue, j'en parlais juste avant, mais en fait, ce sont des dispositifs qui doivent vivre, en fait, et qui ne s'arrêtent jamais. Donc, Pauline parlait de FAQ tout à l'heure. Les FAQ, la base de connaissances, va être sans arrêt alimentée. Les réponses types, voilà, challenger les délais de prise en charge, voilà, le chatbot, voilà, il faut monitorer, faire vivre. Alors, beaucoup au début, mais après, en rythme de croisière, il faut quand même avoir en tête qu'on peut toujours améliorer les canaux digitaux. Au niveau du pilotage, on parlait des matrices des compétences, c'est faire évoluer tout ça et définir des critères qui n'étaient pas forcément utilisés auparavant, mais du coup, dans la fiche de mission des conseillers, des superviseurs, des coachs. Donc, c'est l'enrichir avec des choses qui sont propres aux canaux digitaux. Et puis, suivre l'évolution des indicateurs de performance, notamment tout ce qui est résolution au premier contact, interaction, durée de l'échange. C'est des choses qui doivent être améliorées. Et donc, il faut piloter tout ça au niveau des conseillers pour voir comment ça se passe. En 5 minutes, Pauline. Du coup, donc, sur la partie outils, ce qu'on observe souvent chez les clients, c'est un empilement d'outils qui permet de gérer le multicanal. On va avoir un premier outil qui va nous permettre de gérer le mail, le téléphone, et ensuite on va rajouter pour les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est assez compliqué à gérer. On a des process qui peuvent devenir lourds parce qu'on essaie de s'adapter aux nouveaux besoins, sauf que les outils ne le sont pas forcément. On a une richesse d'informations qui est peu ou pas utilisée parce que les outils sont quand même des moyens de collecte et notamment d'enrichissement des opt-in et qu'on peut même interfacer avec des CRM, par exemple. On a un coût de maintenance et d'évolution qui peut être sous-estimé dans le sens où on le met en place pour un canal
et que si demain on a besoin de faire évoluer les outils pour répondre aux nouveaux usages, on n'aura pas forcément prévu ce budget. Et les outils, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'ils étaient souvent imposés aux collaborateurs sans forcément les intégrer dans l'ensemble du projet, ce qui fait qu'ils peuvent avoir du mal à adhérer à l'utilisation de l'outil. Quand on met en place un outil, donc voilà, en gros, il doit répondre donc à ces principaux critères. Si on en développe quelques-uns et les plus importants, c'est la notion d'avoir un outil ouvert qui puisse fournir des API, qui soit évolutif et flexible, qui permettent ainsi de s'adapter aux évolutions et aux usages. Un outil qui soit assez user-friendly et sexy pour faciliter la prise en main des utilisateurs, donc que ce soit du niveau conseiller jusqu'à l'administrateur, qui permet donc une meilleure adhésion, des gestes métiers qui seront respectés. Ça, c'est très important parce que derrière, ça a un impact sur soit la facturation si on sous-traite, ou sinon sur le pilotage et les résultats qui vont en sortir. Faut qu'il soit aussi administrable facilement par les fonctionnels, ce qui permet aux équipes service client d'avoir une grande autonomie dans les évolutions, qui fasse évidemment gagner du temps dans le traitement des demandes, qui permettent de mesurer la satisfaction ou tout du moins un premier niveau de satisfaction, parce que c'est vraiment un outil de pilotage très important, et qui permettent d'offrir une vision 360 du client et des échanges, voilà, afin de savoir à quel client on s'adresse et s'ils ont déjà contacté le service client. Ensuite, on vous a remis, donc c'est une étude qu'on avait fait précédemment qui permet de répertorier les 3 grosses typologies d'outils. Donc, on va avoir ce qu'on a mis donc, en spécialiste monocanal. Ce sont des outils qui permettent de vraiment couvrir l'ensemble des fonctionnalités d'un canal et qui vont aussi pouvoir s'interfacer avec d'autres outils donc, suivants pour pallier à des fonctionnalités qu'ils n'auraient pas. On peut noter par exemple Acméon ou Suite pour la partie réseaux sociaux, iAdvice pour le messaging, Avaya Odigo pour la téléphonie. Voilà. On a aussi des spécialistes qui se sont pas mal développés ces derniers temps sur toute la partie satisfaction client. Donc, on vous a mis une petite liste. On a ensuite des spécialistes service client où là, on va être vraiment sur des outils qui permettent de gérer l'omnicanalité, aussi bien sur les canaux classiques que les canaux digitaux, et qui permettent un traitement centralisé des demandes et d'avoir vraiment l'historique des échanges et un premier niveau de connaissance client. Donc, on vous a mis par exemple EasyWare, RingCentral, Zendesk. Et ensuite, on va avoir un 3e niveau d'outils qui vont être les plateformes CRM, donc qui sont des outils plus généralistes et qui couvrent l'ensemble des domaines fonctionnels de l'entreprise, mais d'un point de vue un peu plus macro et qui ont l'avantage de pouvoir intégrer d'autres modules tels que la vente ou le marketing. Donc, pour résumer sur tout ce qu'on vient de se dire, ce qui est très important, c'est vraiment d'impliquer et d'accompagner les équipes quand on met en place une nouvelle stratégie CRM. Donc, que ça passe par un changement d'outil ou par la mise en place d'un nouveau canal ou d'un process qui s'adapte. Quand on parle de digitalisation, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du digital. Il faut bien sûr rester sur les canaux qui sont déjà existants et qui fonctionnent si cela fonctionne. On a noté qu'il y a un besoin d'immédiateté qui est apparu et du coup qui a fait émerger des nouveaux canaux tels que le self-care, le messaging et les chatbots. Et ce sont des canaux qu'il ne faut donc pas négliger.
que le choix d'outils, c'est vraiment un choix stratégique qui va dépendre de comment on souhaite faire vraiment évoluer son service client. Et donc, il doit s'inscrire dans une stratégie long terme et pas comme la mise en place d'un canal, enfin d'un outil pour un besoin immédiat. Et même si tout à l'heure, on vous a dit que les canaux sont à choisir en fonction de là où les clients sont, il ne faut pas hésiter un peu à bousculer les habitudes et à tester des choses. C'est comme ça qu'on voit si les comportements évoluent et quels sont les bons canaux. Voilà, c'est la règle. Alors, là, on a fini sur les questions-réponses. On peut répondre ou... Il nous reste 2-3 minutes. 2-3 minutes. Alors, pour répondre à Claire, si un nouveau canal ne se substitue pas à un canal existant, comment le vendre en interne? Alors, une augmentation des volumes n'est pas... oui, tout à fait. Alors, il faut le vendre en se disant qu'on va sur des usages nouveaux, peut-être des clients nouveaux, qu'au démarrage, il n'y a pas de... La cannibalisation n'est pas immédiate. Enfin, nous, on a un exemple là, chez un client où, en fait, au démarrage, le mail était à 70% de la totalité des canaux. Il y a Facebook Messenger qui a été mis en place et progressivement, le mail est tombé à 50% et Facebook représente maintenant 30% de... Donc, ce n'est pas une cannibalisation totale, mais il y a quand même un report de flux, donc ça, c'est important. Et puis, ça répond quand même à des nouveaux usages, à des nouveaux besoins des clients. Donc, en effet, c'est peut-être du volume en plus. À terme, c'est peut-être se positionner sur des canaux à la demande des clients, quitte à envisager plus tard de supprimer des canaux. Voilà. Nous, ce qu'on voit, c'est l'aspect courrier, notamment. Voilà. Il y a certaines entreprises qui pratiquent encore des demandes via courrier, mais potentiellement, ça peut disparaître. On parlait du téléphone aussi. Enfin, voilà, ce sont des opportunités à envisager. Mais en effet, l'erreur et ce qui peut être fatal au projet, c'est de dire ne vous inquiétez pas, ça ne va pas coûter plus cher. Dans un premier temps, ça coûtera un peu plus cher. Après, l'idée, c'est de justement bien synchroniser tous les canaux et aller typiquement vers des canaux qui coûtent moins cher aussi. Entre le téléphone, le traitement du courrier, il y a quand même des gains de productivité et des économies faites sur si je reçois un courrier, je le scanne, plus le suivi du client qui est compliqué à faire. Il y a quand même des gains à aller chercher, mais c'est souvent ce qu'on fait, nous. On fait des études d'opportunités qui sont à la fois du business plan, mais aussi se dire quels sont les bénéfices et les opportunités. Donc, voilà pour ce qu'on peut dire sur les canaux. Et puis, avez-vous des chiffres post-Covid pour avoir une tendance plus stable des prochaines années? Est-ce qu'on a des chiffres post-Covid? On a les chiffres. EasyWare on en parlait en début de présentation, on disait que pendant le Covid, il y a eu un gros pic chez certains de leurs clients, là, c'était x10 et x3 post-Covid. On constate aussi chez d'autres clients qu'il y a eu beaucoup moins de demandes, donc les demandes se sont arrêtées, mais ça a été plus fort. Donc là, ce qu'on constate avec le peu de recul qu'on a, c'est qu'on se dit on a 2 ou 3 sur certaines activités. Après, ça dépend du secteur, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Voilà, est-ce que, si pas d'autres questions, on va conclure cette présentation. On se tient à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter via EasyWare ou autre. Nous serons à votre entière disposition pour parler de tout ça. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Pauline et merci à tous les participants. N'hésitez pas, cette journée continue. Je vous mets actuellement le lien dans le chat vers la prochaine conférence. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez vous joindre à nous. Et je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Merci encore Pauline, merci encore Arnaud. Merci, au revoir. Merci à vous. Bon après-midi à tous, au revoir. Merci.